Pour notre 7e anniversaire de mariage, mon mari m'a offert les papiers du divorce comme surprise. J'ai souri et lui ai promis une surprise à mon tour pour lui et sa famille dès demain. Le scintillement des lustres en cristal du restaurant le plus luxueux de Paris tombait, créant des halos brillants sur ma robe de soie couleur perle. Une mélodie de guitare espagnole s'échappait de la scène, se mêlant au doux tintement des verres à vin, créant une symphonie de luxe et de romance. J'étais assise en face d'Alexandre, l'homme que j'appelais mon mari depuis 7 ans. Aujourd'hui, c'était notre anniversaire de mariage. Un jalon que je pensais gravé en or. J'avais réservé ce salon privé un mois à l'avance. J'avais personnellement choisi chaque plat, chaque bouteille de Rioja, tout ce qu'il aimait le plus. Je voulais que ce soit une soirée spéciale, une soirée pour raviver un amour qui, je le sentais, s'était un peu refroidi par le tumulte de la vie. 7 ans, un quart de ma jeunesse, je les avais consacrés à lui et à sa famille. J'avais renoncé à ma carrière prometteuse pour devenir une épouse vertueuse, une femme au foyer dans tous les sens du terme, afin qu'il puisse se consacrer entièrement à la construction de son propre empire, bâtisseur du soleil. D'une petite start-up, elle était devenue un nom important sur le marché immobilier. Et lui, d'un jeune homme qui n'avait rien, était devenu le tout-puissant président, un modèle de succès admiré par beaucoup. J'étais fier de lui et heureuse de mon sacrifice silencieux. J'ai toujours cru que derrière son succès se trouvait une part considérable de ma contribution. « Chérie, tu es magnifique ce soir », a dit Alexandre. Sa voix était chaude et profonde. Son regard, un regard que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon cœur a tressailli. Peut-être m'étais-je inquiété en vain. Peut-être son amour pour moi était-il encore vivant, juste caché sous la pression du travail. J'ai souri, levé mon verre et trinqué avec le sien. Merci. Joyeux 7e anniversaire. Nous avons apprécié le dîner avec la musique mélodieuse. Il m'a parlé des grands projets de l'entreprise, des contrats qu'ils étaient sur le point de signer. J'écoutais, j'acquiesçais et de temps en temps, je lui servais les meilleurs morceaux. Tout semblait parfait, comme au premier jour de notre amour. Après le dîner, Alexandre a fait un signe au serveur en souriant mystérieusement. J'ai un cadeau spécial pour toi pour notre anniversaire. L'attente s'est allumée dans mon cœur. Il ne m'avait pas fait de cadeau depuis longtemps. Il a sorti de sa chère mallette en peau de crocodile une boîte cadeau enveloppée dans un élégant papier argenté. Je l'ai ouverte avec émotion, mais à l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni article de marque, mais un stylo plume dorée. J'ai été un peu surprise, mais j'ai quand même souri. Merci, chérie. C'est un très beau stylo. Ce n'est pas juste pour le regarder, a dit Alexandre. Le sourire sur ses lèvres était étrange. C'est pour signer. Sur ce, il a fouillé de nouveau dans sa mallette et a sorti une pile de feuilles A4, les posant sur la table juste devant moi. Voici ton cadeau principal. Jette un coup d'œil. J'ai pris les papiers avec des mains qui tremblaient légèrement. La première ligne qui a sauté à mes yeux était écrite en grandes lettres claires, demande de divorce. Mon cœur s'est senti comme si une main invisible le serrait. Tous les sons autour de moi se sont tus. La musique, les rires, les conversations, tout a disparu. Il ne restait qu'un bourdonnement dans mes oreilles et le battement frénétique de mon cœur. J'ai tourné les pages l'une après l'autre, froides comme de la glace. Les lettres dansaient devant mes yeux, accord de partage des biens. Il avait transféré tous nos biens communs, actions de l'entreprise, maison, voiture à son nom et je ne savais même pas quand cela s'était produit. Pour moi, il ne restait qu'une pension misérable, à peine suffisante pour louer une chambre à Belleville. Et sur la dernière page, sa signature, décidée et froide, apposée avec une autre encre, il avait tout préparé à l'avance. J'ai levé la tête et j'ai regardé l'homme en face de moi. Le sourire sur son visage avait disparu, remplacé par une expression froide et arrogante que je n'avais jamais vue auparavant. Surprise, Sophie, a-t-il demandé d'un ton moqueur, comme s'il me rendait le plus grand des services. Alors, c'était ça, son cadeau d'anniversaire. Une pièce de théâtre parfaitement exécutée, un doux coup de poignard dans le dos. 7 ans de jeunesse, 7 ans de sacrifice en échange de cette trahison éhontée. Une douleur aiguë m'a transpercé le cœur, mais étrangement, je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme n'est tombée. Peut-être que quand la douleur dépasse une certaine limite, elle se transforme en autre chose. Ah, j'ai presque oublié, a continué Alexandre, comme si ce qui venait de se passer n'était pas suffisamment cruel. J'en ai une autre.
Elle s'appelle Isabelle. C'est la fille du président du groupe Progrès. Notre plus grand partenaire. Elle attend un enfant de moi et je dois lui donner un statut. Tu comprends? Alors c'était ça. Non seulement il m'avait trahi, mais il avait besoin d'une excuse pour justifier son acte vil. J'ai regardé l'homme que j'avais autrefois aimé de tout mon être, maintenant à mes yeux. Il n'était plus qu'un étranger, un homme à la fois pathétique et méprisable. La douleur dans ma poitrine a été progressivement remplacée par une froide fureur. J'ai ri. Un rire léger, mais tranchant comme un couteau, a résonné dans l'espace silencieux. Mon sourire a fait s'arrêter Alexandre. Son expression de suffisance a été remplacée par une légère confusion. Surprise, ai-je répété, ma voix était devenue ferme. Il n'y avait plus l'ombre d'une faiblesse en elle. Oui, c'est vraiment très surprenant. J'accepte ton cadeau. J'ai pris le stylo doré qu'il venait de me donner, j'ai retiré le capuchon et j'ai apposé ma signature sur la demande de divorce, juste en dessous de la sienne. Fait. J'ai fait glisser les papiers vers lui, mais, Alexandre, je l'ai regardé droit dans les yeux avec un regard qu'il n'avait jamais vu. Un regard plein de mystère et de défis. Tu dois te souvenir qu'on récolte ce qu'on sème. Tu m'as fait un cadeau si inattendu. Je ne peux pas m'empêcher de te le rendre. Je suis un peu fatigué ce soir et je ne peux pas te tenir plus compagnie, mais ne t'inquiète pas. Je te promets que demain, je ferai une surprise encore plus grande à toute ta famille. Je te souhaite, à toi et à la mère de ton enfant, tout le bonheur. Sur ce, je me suis retourné froidement et je suis parti, laissant Alexandre assis, stupéfait, à la table luxueuse, avec la demande de divorce signée par les deux, et une confusion complète dans sa tête. Il ne pouvait pas comprendre quelle surprise une femme qui ne connaissait que la cuisine pourrait lui préparer le lendemain, mais il le découvrirait bientôt. Demain, dans cette pièce de théâtre, la directrice serait moi. L'histoire précédente peut contenir quelques détails fictifs et est créée avec le soutien de l'intelligence artificielle à des fins de divertissement, ainsi que pour dispenser de profondes leçons éducatives sur la confiance, la trahison et la force cachée d'une femme acculée. Je vous invite à suivre le déroulement des événements. Je suis sorti du restaurant. Le vent froid de la nuit m'a frappé le visage, mais il n'a pas pu éteindre la flamme qui brûlait dans ma poitrine. Il n'y avait pas de larmes car mon cœur était mort. 7 ans de sacrifice. 7 ans dans l'ombre d'un homme. Tout ce que j'ai reçu en retour était une humiliation enveloppée dans le paquet d'un luxueux dîner d'anniversaire. J'ai pris un taxi, mais je ne suis pas allé au manoir de Neuilly-sur-Seine, que j'appelais autrefois ma maison, mais à un autre endroit. Un endroit dont Alexandre et sa famille ignoraient l'existence. C'était un luxueux Penthouse au dernier étage d'un gratte-ciel sur les Champs-Élysées, un endroit où j'étais vraiment moi-même, un endroit d'où je dirigeais mon propre empire en coulisses. Mais avant de commencer la bataille de demain, je devais y retourner une dernière fois pour récupérer ce qui m'appartenait et dire un dernier adieu à ma stupide soumission. Lorsque j'ai poussé la porte du manoir, les lumières étaient encore allumées. L'atmosphère n'était pas calme, mais d'une joie dissimulée. Catherine, ma belle-mère, et Lucie, sa fille, étaient confortablement installées sur le canapé. Leurs visages brillaient comme si elles venaient de gagner à la loterie. En me voyant entrer, Catherine n'a même pas pris la peine de se lever, elle a juste levé le menton et a dit avec arrogance, « Alors, tu es revenu. Je pensais que tu n'aurais pas le culot de te montrer ici. Allez, ramasse tes affaires pour qu'il y ait plus de place dans la maison et souviens-toi, seulement tes effets personnels. Tout le reste dans cette maison a été acheté avec l'argent de mon Alexandre. Tu n'as pas le droit de toucher à quoi que ce soit. » Je suis restée silencieuse, sans répondre. J'étais trop habituée à ces paroles mordantes. Pendant 7 ans, je les avais entendues tous les jours, mais aujourd'hui, elles ne me blessaient plus, elles ne faisaient que me provoquer un sourire ironique. L'argent d'Alexandre, elle n'avait aucune idée que même les vêtements de marque que je portais étaient payés avec l'argent de mon entreprise. Petite sœur Sophie. Lucie a tordu ses lèvres en un sourire moqueur. Ne sois pas triste. Une femme doit connaître sa place. Regarde-toi, toute la journée enfermée dans la cuisine. Tu sens toujours le ragoût. Comment aurais-tu pu retenir mon frère? Tu dois apprendre d'Isabelle. Elle est belle, intelligente et en plus, fille d'un magnate. Elle sera bientôt la belle-fille de cette maison et ma mère et moi vivrons comme des reines. On dit que son père a promis d'investir quelques millions d'euros supplémentaires dans l'entreprise d'Alexandre. Alors, notre famille grandira à vue d'œil.
Catherine, en entendant les mots de sa fille, a acquiescé d'un air suffisant. Son visage exprimait une telle arrogance qu'il semblait qu'elle avait déjà le monde entier entre ses mains. Exactement. Une belle fille doit être comme ça, un bon parti. Aider son mari à agrandir la famille, ne pas être une profiteuse qui ne sait que soutirer de l'argent à son mari. Une profiteuse. J'ai souri intérieurement. Si j'étais une profiteuse, qu'était-elle? Plutôt des sangsues. Pendant 7 ans, chaque mois, je devais transférer une somme considérable des bénéfices de mon entreprise sur le compte personnel d'Alexandre pour qu'il la donne à sa mère et à sa sœur comme argent de poche. Leur voyage en Europe, leur sac de marque, leur traitement spa coûteux, tout était payé avec cet argent de poche supposé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis monté silencieusement dans ma chambre. C'était la dernière fois que je supportais cette humiliation. J'ai ouvert l'armoire, pris seulement quelques ensembles simples et mon ordinateur portable personnel. Je n'avais besoin de rien de cette maison car tout ce luxe, je l'avais créé et je pouvais créer quelque chose de bien mieux. Lorsque je suis descendu avec une petite valise, Alexandre est rentré. Il m'a regardé sans l'ombre d'un remords, seulement avec froideur et autorité dans ses yeux. Tu as déjà fait tes bagages. Excellent. À partir de demain, je ne veux plus te revoir. Ah, une chose de plus. Demain, c'est l'assemblée des actionnaires de l'entreprise. Tu as quelques actions nominales que mon père t'a laissées. Viens alors et signe les papiers pour me les transférer. Considère cela comme mon dernier geste de bonne volonté envers toi. Alors, il avait encore besoin de moi. Il avait besoin d'une dernière goutte d'utilité. Je l'ai regardé, puis les deux femmes assises triomphalement sur le canapé. J'ai acquiescé presque imperceptiblement. Un sourire énigmatique s'est dessiné sur mes lèvres. Ne t'inquiète pas, demain, je viendrai sans faute et je te promets que tu ne seras pas déçu. J'ai traîné la valise vers la porte, laissant derrière moi une famille noyée dans ses illusions de richesse et de pouvoir prochain. Elle ne savait pas que l'aube de demain serait leur crépuscule et que je serais celle qui baisserait ce rideau de ténèbres. Le taxi roulait à travers la nuit, laissant derrière lui le luxueux manoir où s'étaient écoulés 7 ans de ma jeunesse, 7 ans d'amour et 7 ans de tromperie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais qu'à partir du moment où j'avais franchi cette porte, j'avais rompu complètement avec mon passé. La voiture s'est arrêtée devant le gratte-ciel du centre-ville. Je suis entré avec ma valise dans l'ascenseur privé, j'ai passé ma carte clé sur le bouton du dernier étage. La porte de l'appartement terrasse s'est ouverte et devant moi est apparu un espace complètement différent, spacieux, moderne, avec d'énormes fenêtres panoramiques donnant sur la ville nocturne. C'était mon vrai monde, un monde que j'avais si soigneusement caché pendant les 7 dernières années. J'ai posé la valise, j'ai retiré l'inconfortable robe de soie et j'ai mis des vêtements d'intérieur confortables. Je me suis servi un verre de vin et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières scintillantes en bas. Elles ressemblaient à des étoiles, mais elles ne pouvaient pas éclairer les recoins sombres de l'âme humaine. Les souvenirs des 7 dernières années sont revenus nets, comme au ralenti. Je me suis souvenu du jour de notre première rencontre avec Alexandre. J'étais une jeune diplômée pleine d'ambition et il n'était qu'un simple employé dans une petite entreprise. Nous sommes tombés amoureux d'un amour pur et désintéressé. C'est moi qui ai vu son potentiel, qui ai investi toutes mes économies et l'héritage de mes parents pour fonder Bâtisseurs du Soleil, en lui donnant son nom. Je suis resté dans l'ombre pour qu'il soit le directeur, pour qu'il puisse réaliser ses ambitions. J'étais son éminence grise dans toutes les stratégies. J'ai passé des nuits blanches à perfectionner les plans d'affaires. J'ai utilisé mes contacts pour trouver des partenaires, pour guider l'entreprise à travers les moments les plus difficiles. L'entreprise a grandi et Alexandre a changé. Il n'était plus ce garçon simple et sincère. Il aimait les fêtes luxueuses, les éloges. Il a commencé à me mépriser, moi, l'épouse qui ne connaissait que la cuisine. Il a décidé que tout ce succès était le fruit de son mérite et que je n'étais qu'une femme chanceuse qui avait été là au bon moment. Le changement s'est produit il y a peut-être 3 ans, lorsque l'entreprise est entrée officiellement en bourse. Ce fut une grande avancée qui a propulsé le nom d'Alexandre et de Bâtisseurs du Soleil à un nouveau niveau. C'est à partir de ce moment que ces longs voyages d'affaires, ces réunions nocturnes ont commencé. J'ai naïvement cru à ces mensonges jusqu'à une nuit, il y a 6 mois, où j'ai lu par hasard un message sur son téléphone qu'il avait oublié d'effacer. Chérie, merci pour cette merveilleuse nuit. J'ai hâte du jour où je pourrai être officiellement avec toi. Bisous, Isabelle.
Mon cœur s'est brisé. Le rideau de velours d'un faux mariage heureux a été arraché. Isabelle, je la connaissais. La fille du président du groupe Progrès, un partenaire important que j'avais moi-même amené à l'entreprise. Depuis quand se voyait-il en secret? Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais après la douleur insupportable est venue une froide lucidité. J'ai compris que je ne pouvais pas abandonner. J'avais trop sacrifié. Je ne pouvais pas permettre à ces traîtres de me prendre tout ce que j'avais créé. J'ai commencé à me préparer en secret pour le jour d'aujourd'hui. J'ai contacté le meilleur avocat. J'ai secrètement rassemblé toutes les preuves de l'infidélité d'Alexandre, de ses dépenses avec les fonds de l'entreprise pour entretenir sa maîtresse et sa famille. J'ai rencontré le père d'Alexandre, Michel, un homme bon, mais déjà à la retraite et en mauvaise santé. Il m'avait toujours aimé et fait confiance. Je lui ai montré les preuves et, profondément déçu par son fils, il a accepté de m'aider. Il a signé en silence un accord pour me transférer toutes ses actions, le plus gros paquet de l'entreprise. Il a dit que cette entreprise était l'œuvre de toute sa vie. Il ne pouvait pas permettre qu'elle tombe entre les mains d'un fils ingrat et d'une intrigante astucieuse. Il n'avait qu'une seule condition. Je devais attendre le bon moment pour donner à Alexandre une leçon qu'il se rappellerait toute sa vie. Et ce moment, c'était demain, le jour de l'assemblée des actionnaires. Le jour où Alexandre et sa maîtresse croyaient qu'ils allaient tout s'approprier, mais ils se trompaient. Ils n'étaient que des marionnettes dans une pièce dont j'avais écrit le scénario. J'ai pris une gorgée de vin. Sa saveur astringente s'est répandue dans ma bouche comme mon mariage. Mais après l'astringence est venue la douceur de la liberté à venir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Antoine, mon assistant le plus fidèle, le seul qui connaissait mon véritable statut et mes plans. Bonjour, Antoine. Tout est prêt pour demain. Oui, Madame la Présidente, tout est prêt. Nous n'attendons que votre ordre. Excellent. Demain, nous leur montrerons qui est le véritable maître de ce jeu. J'ai raccroché en regardant la ville endormie. Cette nuit serait la dernière nuit de leur mission. L'aube de demain serait complètement différente. Pendant que je plaçais silencieusement les dernières pièces sur l'échiquier pour la partie décisive de demain, ailleurs dans la ville, dans un bar de luxe sur le toit d'un hôtel 5 étoiles. Alexandre et sa maîtresse Isabelle se noyaient dans la saveur enivrante de la victoire qu'ils croyaient déjà avoir entre leurs mains. Ils ne sont pas retournés au manoir, où ma présence leur aurait probablement gâché l'humeur. De plus, Alexandre voulait passer cette nuit avec la femme qu'il considérait comme son avenir, son tremplin dans sa carrière. Les bulles de champagne scintillaient dans le fin verre en cristal, reflétant les lumières brillantes de la ville nocturne. Alexandre a entouré la taille fine d'Isabelle et lui a murmuré à l'oreille des mots doux que je n'avais probablement pas entendus depuis 7 ans. Chérie, le jour est enfin arrivé. Je suis officiellement libre. Maintenant, je peux être vraiment avec toi, te donner le statut que tu mérites. Isabelle s'est appuyée sur l'épaule d'Alexandre. Ses longs doigts aux ongles rouges vifs ont glissé sur sa poitrine. Sa voix était coquette, mais pleine de calcul. Je savais que tu pouvais le faire, mon amour. Cette ex-femme à toi a finalement signé les papiers. Elle n'a pas fait de scène. Je pensais qu'une femme au foyer aussi collante pleurerait et supplierait jusqu'à la mort pour ne pas te laisser partir. Alexandre a ri. Son sourire était plein de suffisance et de mépris. Le sourire d'un seigneur parlant de quelque chose d'inférieur. D'où aurait-elle tiré le courage? Une femme qui passe toute la journée enfermée entre 4 murs et dans la cuisine. D'où tirerait-elle l'esprit de faire un scandale? Je lui ai simplement donné une petite compensation et elle était aussi heureuse que si elle avait gagné le gros lot. Je l'ai menacée de ne pas lui donner un sou si elle faisait du bruit et elle est devenue verte de peur. Elle a obéi sagement sans oser dire un mot. C'est vraiment une femme stupide et faible. Tant mieux, a dit Isabelle, caressant le visage d'Alexandre. Maintenant, rien ni personne ne se mettra en travers de notre chemin. Mon père a accepté. Il a dit que dès que tu aurais fini avec ce divorce qui a tant traîné, il investirait immédiatement l'argent dans Bâtisseurs du Soleil. Pense-y. Avec ces 5 millions d'euros, plus la position et les contacts du groupe Progrès, nous transformerons Bâtisseurs du Soleil en un véritable empire. Tu ne seras pas seulement le président d'une entreprise, mais un magnate, une force dans ce monde des affaires. Et tout cela grâce à toi, mon amour, mon ange. Alexandre a embrassé passionnément Isabelle. Ses mains exploraient inlassablement les courbes de son corps.
Demain, lors de l'assemblée des actionnaires, j'annoncerai officiellement le divorce devant toute l'entreprise et en même temps, j'exigerai que cette femme signe les papiers pour transférer les 10% restants des actions que mon père, sans être dans son bon sens, lui a laissées. Bien que ce soit un petit paquet, je ne veux rien, pas même le plus petit détail lié à elle, dans mon entreprise. Je veux l'effacer complètement de ma vie. Isabelle a légèrement froncé les sourcils, faisant semblant d'être pensive. Et elle signera? Après tout, pour elle, c'est pas mal d'argent. Et si elle change d'avis et commence à créer des problèmes? Alexandre a ri de nouveau. Le sourire d'un homme qui vous tient dans ses mains, un homme qui croyait pouvoir tout contrôler. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à l'avocat. Légalement, ces actions sont considérées comme des biens communs. Elle ne pourra pas refuser de signer. De plus, je lui donnerai un peu plus d'argent, pour ainsi dire, pour son silence, afin qu'elle parte plus vite. Pour quelqu'un comme elle, habituée à vivre tranquillement et à dépendre des autres, cet argent suffira pour vivre une vieillesse sans soucis et sans créer de problèmes. Ils ont trinqué. Le tintement du verre a résonné dans l'air, célébrant un plan qu'ils considéraient parfait dans les moindres détails, sans faille. Ils ont commencé à parler du mariage de leur rêve qu'ils célébreraient sur une île paradisiaque aux Seychelles, du nouveau manoir qu'ils achèteraient après avoir vendu l'ancien, plein d'énergie négative, du brillant avenir, plein de pouvoir et d'argent qui les attendait. Dans l'ivresse du faux amour, des calculs matériels et du pouvoir, ils ont complètement oublié mes derniers mots, des mots qu'ils considéraient seulement comme un éclat de colère d'une femme perdante. Ils ne pouvaient même pas imaginer que la femme qu'ils méprisaient maintenant, qu'ils considéraient comme un pion inutile sur l'échiquier, tenait en réalité entre ses mains le destin de toute la partie. Ils dessinaient avec enthousiasme un avenir rose, sans savoir que juste sous leurs pieds, un profond abîme s'était déjà ouvert et qu'exactement à 8 heures du matin le lendemain, moi-même, sans le moindre remords, je les y pousserais. Cette nuit-là, Alexandre n'est pas rentré chez lui. Il est resté avec sa maîtresse dans la suite présidentielle de l'hôtel, profitant des derniers instants de bonheur et de joie. Moi, après avoir réglé toutes les affaires, j'ai dormi profondément. Le sommeil le plus paisible du dernier semestre, depuis le jour où j'ai découvert l'amère vérité. J'ai rêvé d'un lever de soleil éclatant sur la mer et j'ai su que ce n'était pas seulement un rêve, mais un présage. L'aube du jour suivant a apporté avec elle une atmosphère complètement différente. Le ciel était dégagé, sans un seul nuage. Mais pour la famille d'Alexandre, c'était un grand jour, un jour qui, selon eux, changerait le destin de toute leur lignée. Dès le petit matin, l'agitation régnait dans le manoir. Catherine et Lucie étaient occupées depuis tôt. Elles ont choisi leurs robes les plus luxueuses, leurs bijoux les plus chers. Catherine, dans une robe de velours rouge foncé et un grand collier de perles, ressemblait à une reine avant son couronnement. Lucie a mis une nouvelle robe de marque, s'est maquillée soigneusement et ressemblait à une star sur le point de fouler le tapis rouge. Elle voulait apparaître à l'assemblée des actionnaires avec l'air le plus fier pour montrer à tous qui étaient les véritables propriétaires de Bâtisseurs du Soleil. Alexandre est rentré à 7 heures du matin. Lui aussi était impeccablement vêtu d'un cher costume italien. Les cheveux gominés en arrière, le visage radieux de joie. Il a regardé sa mère et sa sœur et a acquiescé satisfait. Excellent. Aujourd'hui, nous devons être magnifiques pour que tout le monde voie le niveau de notre famille et pour que cette Sophie se rende compte de ce qu'elle a perdu en me quittant. Qu'est-ce qu'elle va comprendre des pertes et des profits, a tordu la bouche Catherine. Cette campagnarde doit être assise quelque part en train de pleurer. J'espère juste qu'elle ne fera pas de scandale à la réunion et ne fera pas honte à notre famille. Maman, ne t'inquiète pas, a dit Alexandre avec confiance. J'ai prévenu l'avocat. Si elle tente quoi que ce soit, la sécurité la fera sortir immédiatement. Aujourd'hui est notre jour et personne ne pourra le gâcher. Ensemble, ils sont montés dans une voiture de luxe et se sont dirigés vers le bâtiment de Bâtisseurs du Soleil, où devait se tenir l'assemblée annuelle des actionnaires. La voiture glissait dans les rues, remplie de rires joyeux et de rêves d'un avenir riche et puissant. Pendant ce temps, ailleurs, moi aussi j'étais prête. Je n'étais plus la femme au tablier et aux cheveux relevés en chignon. Je me suis tenu devant le miroir et j'ai regardé mon reflet. Un costume blanc sur mesure me seyait parfaitement, rehaussant ma silhouette. Mes longs cheveux étaient coiffés en douces ondulations et tombaient sur mes épaules. Un maquillage exquis et défini mettait en valeur mes yeux déterminés et mes lèvres rouges séduisantes. Mon apparence rayonnait une aura complètement différente, confiance, pouvoir et une touche de froide intrigue. Mon assistant, Antoine, m'attendait déjà dehors.
Il m'a regardé avec une admiration qu'il n'a pu cacher. « Madame la présidente, vous êtes magnifique aujourd'hui. » J'ai souri légèrement. « Merci. Tout est prêt, tout est en place, Madame la présidente. » L'avocat, Maître Durand, est également arrivé. Il nous attend dans le hall. Excellent. Allons-y. Il est temps de baisser le rideau. Quand ma voiture est entrée dans le parking de la Tour de la Liberté, la voiture de la famille d'Alexandre venait de s'arrêter. Ils sont sortis de la voiture la tête haute, prêts à recevoir les salutations et les éloges. Mais à ce moment-là, ils m'ont vu. Je sortais d'une Rolls-Royce noire brillante. Derrière moi se trouvait Antoine et un élégant homme d'âge moyen en costume formel, l'avocat Durand. Mon apparition les a laissés tous les trois paralysés comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Alexandre est resté bouche bée. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. La femme élégante et aristocratique devant lui était la même épouse qu'il avait abandonnée la nuit précédente. Catherine et Lucie m'ont regardé fixement, examinant tout, de mes vêtements et ma voiture à l'aura que je dégageais. Dans leur regard, on lisait l'étonnement, l'envie et quelque chose qui ressemblait à de la confusion. Je n'ai même pas daigné les regarder. J'ai agi comme si elles n'existaient pas et, la tête haute, avec l'avocat et mon assistant, je me suis dirigé vers le hall principal du bâtiment. D'autres actionnaires s'étaient déjà rassemblés là. Tous les regards se sont tournés vers moi. Des murmures ont commencé. Ils étaient surpris par mon changement et encore plus par le fait que j'étais accompagné par l'avocat Durand, une éminence dans le monde du droit des sociétés que tout le monde ne pouvait pas se permettre. Alexandre et sa famille se sont dépêchés de me suivre. Leur arrogance précédente s'était évaporée, remplacée par la perplexité et un mauvais pressentiment. Leur jour fatidique avait officiellement commencé. La grande salle de conférence de Bâtisseurs du Soleil, considérée comme le cœur de l'entreprise, était aujourd'hui remplie d'actionnaires, grands et petits. L'atmosphère était solennelle, mais non moins tendue. Tous savaient que l'Assemblée générale annuelle des actionnaires définissait la direction et l'avenir de toute la corporation. Tous attendaient l'important discours du président Alexandre, un discours qui devait tracer la stratégie pour la prochaine année de croissance explosive, surtout au milieu des rumeurs d'une injection imminente d'un énorme investissement. Alexandre était assis dans le fauteuil présidentiel. Le siège en cuir cher ne semblait pas lui apporter de confort. Il tentait de retrouver sa confiance et son aisance habituelle. Il ajustait sa cravate, souriait aux actionnaires, mais son regard se tournait de temps en temps vers moi. J'étais assise en silence au premier rang, réservé au fondateur, à côté de l'avocat Durand. Ma présence, avec une image complètement nouvelle, était comme une épine dans son pied, une fausse note dans la symphonie de victoire qu'il avait déjà composée. Catherine et Lucie, en tant que membres de la famille du président, occupaient également des sièges d'honneur. Elles tentaient de paraître nobles et élégantes, mais sur leur visage, on lisait la confusion en voyant mon changement et en entendant les murmures autour d'elles. La réunion a commencé. Après les formalités, comme le rapport financier et le résumé de l'année précédente, est finalement venu le moment que tout le monde attendait. Alexandre est monté à la tribune, s'est éclairci la gorge et a commencé son discours. Il a parlé des réalisations exceptionnelles de l'entreprise, des chiffres impressionnants de croissance des bénéfices, il a dépeint des perspectives flatteuses d'expansion du marché et d'acquisition de concurrents. Il a parlé avec éloquence, de manière convaincante, à la manière d'un leader talentueux tant loué par la presse. Mais seulement moi et quelques autres personnes savions que tous ces chiffres et réalisations étaient en grande partie le résultat de fraude et d'exagération, un mouvement risqué pour embellir les rapports et attirer les investisseurs. En terminant son discours fleuri, Alexandre a fait une petite pause. Son regard s'est dirigé directement vers moi. Le ton de sa voix est devenu dramatique, comme celui d'un acteur dans une scène culminante. Mesdames et messieurs, avant de passer au plan pour la nouvelle année, je voudrais faire une annonce personnelle, mais très importante, qui pourrait affecter la structure du capital social et l'avenir de l'entreprise. Mon épouse Sophie et moi, pour des raisons personnelles et en raison de différences irréconciliables, avons décidé de mettre fin à notre mariage. La salle a éclaté en exclamations de surprise. Tous les regards se sont tournés vers moi, certains avec curiosité, d'autres avec compassion. Alexandre a pris une mine de souffrance comme s'il était la victime d'un mariage malheureux. Cela a été une décision très difficile, mais nécessaire pour que nous puissions tous deux retrouver notre bonheur. Selon notre accord,
Madame Sophie me transférera les 10% des actions qu'elle possède afin que je puisse me consacrer entièrement au développement de l'entreprise. J'espère que vous respecterez notre décision. Il parlait comme si tout était déjà décidé, comme si j'avais entièrement accepté. Il voulait utiliser la pression de toutes les personnes présentes, ma réputation pour m'obliger à accepter un fait accompli qu'il avait lui-même inventé. Il était sûr qu'une femme au foyer comme moi n'oserait rien faire d'autre que se taire et obéir. Mais il s'est trompé. À peine Alexandre avait-il fini de parler, tandis que les actionnaires chuchotaient encore, la lourde porte en acajou de la salle de conférence s'est soudainement ouverte. Un homme grand, au visage aimable, mais au regard autoritaire, est entré dans la salle accompagné de plusieurs assistants. C'était Victor, le président du groupe Progrès, père d'Isabelle et le plus grand partenaire stratégique de Bâtisseurs du Soleil. Son apparition a laissé tout le monde stupéfait, y compris Alexandre. Selon le scénario, Victor devait apparaître à la fin après qu'Alexandre ait concentré tout le pouvoir entre ses mains pour annoncer l'investissement gigantesque. Victor, monsieur le président, que faites-vous ici à cette heure, a bafouillé Alexandre en courant à sa rencontre. Sur son visage, il y avait de la surprise et une légère anxiété. Victor n'a même pas regardé Alexandre. Il a ignoré la main qu'il lui tendait, s'est dirigé directement vers la tribune et a retiré le microphone des mains d'Alexandre avec décision. « Excusez-moi d'interrompre votre réunion. » Sa voix ferme a résonné dans toute la salle. « Je suis venu ici aujourd'hui en tant qu'actionnaire stratégique de Bâtisseurs du Soleil pour annoncer une décision importante. Le groupe Progrès retire officiellement tout le capital d'investissement promis de 5 millions d'euros de Bâtisseurs du Soleil. La décision prend effet à partir d'aujourd'hui. » Ces paroles ont retenti comme l'explosion d'une bombe atomique dans la salle de conférence. Tous étaient sous le choc, ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils entendaient. Alexandre est devenu pâle comme un drap et a chancelé. « Oncle, c'est-à-dire, monsieur le président, vous plaisantez, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi si soudainement? Nous avions déjà tout convenu. Si quelque chose ne va pas, dites-le-moi. Nous arrangerons tout. » Victor s'est tourné vers Alexandre et l'a regardé avec mépris et déception. « Convenu? Tu oses encore me parler d'accord? Tu crois que je suis un vieux sénile qu'on peut facilement tromper? Tu as falsifié les données financières. Tu as gonflé les bénéfices de l'entreprise pour me tromper. Pour tromper tous les actionnaires assis ici. Tu crois que je ne le sais pas? Non, non, cela doit être un malentendu. Quelqu'un m'a calomnié. Qui? Qui vous a dit ça? A crié Alexandre pris de panique, s'accrochant à son dernier espoir. Victor n'a pas répondu, il s'est juste tourné vers moi avec respect et une légère culpabilité dans son regard. La personne qui m'a fourni toutes ces preuves irréfutables, la personne qui m'a aidé à ne pas être dupé comme un sot est Madame Sophie. Autre bombe. Toute la salle a retenu son souffle. Tous les regards sont passés d'Alexandre à moi. Alexandre m'a regardé avec incrédulité, mêlée de stupéfaction, de colère, de peur et d'une confusion extrême. C'était toi. Que as-tu fait? Pourquoi m'as-tu fait ça, à moi, à notre entreprise? Je me suis levé lentement, je me suis approché de la tribune et je me suis tenu à côté de Victor, face à face avec Alexandre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et un sourire froid mais captivant est apparu sur mes lèvres. Surprise, n'est-ce pas, Alexandre? Et ce n'est que l'apéritif. Tu m'as appris une leçon très précieuse. Dans les affaires, il n'y a pas de place pour la confiance aveugle. Merci pour cette leçon. Mon premier cadeau inattendu avait été ouvert. La pièce de théâtre parfaite d'Alexandre commençait à montrer ses premières fissures irréparables. Et je savais qu'il ne pourrait pas supporter ce qui allait venir. La salle de conférence, qui jusque-là avait été un bourdonnement de murmures, est soudainement tombée dans le silence après ma déclaration. Tous retenaient leur souffle comme s'ils regardaient un thriller passionnant, attendant de voir comment ce drame intrigant allait se dérouler. Alexandre, après le choc d'avoir été démasqué par son plus grand partenaire devant tout le monde, a semblé rassembler les derniers restes de sa contenance. Il savait que s'il abandonnait maintenant, il perdrait tout. Il a essayé de forcer un sourire tordu et pathétique. Un malentendu. Tout est un malentendu, mesdames et messieurs. Il a essayé de parler fort pour faire taire les murmures. Il est possible que mon épouse Sophie, en raison de la douleur et de la colère du divorce, ait pris des mesures incontrôlées et fourni des informations incorrectes à Monsieur le Président.
Je jure devant vous tous que je suis complètement innocent. Je résoudrai cette affaire en privé. Excusez-moi du dérangement. Comme il était habile, avec seulement quelques phrases, il a essayé de détourner l'histoire dans une direction complètement différente. Il m'a présenté comme une femme jalouse, aveuglée par la vengeance, prête à détruire la carrière de son mari pour une petite rancune. Il s'est tourné vers moi et a sifflé, mais si bas que cela n'a été entendu qu'à la tribune. Tu es folle, Sophie. Qu'est-ce que tu y gagnes? Tu détruis l'entreprise de tes propres mains. Te rends-tu compte que si Progrès retire le capital, Bâtisseurs du Soleil coulera? Je l'ai juste regardé. Dans mes yeux, il n'y avait pas la moindre agitation, seulement de la pitié. Il croyait encore naïvement que c'était son entreprise. J'ai souri ironiquement et ce sourire l'a fait frissonner. L'entreprise. Es-tu sûr que c'est ton entreprise, Alexandre? Sans lui laisser le temps de réagir, je me suis tourné vers les actionnaires. Ma voix claire et nette a résonné dans toute la salle. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous confus maintenant, mais je vous demande de me donner quelques minutes pour tout éclaircir. Il est vrai qu'Alexandre et moi divorçons, mais la raison n'est pas celle qu'il a exposée. Et le retrait de capital du groupe Progrès n'est pas un acte incontrôlé de ma part, mais la conséquence inévitable de ses actions frauduleuses et immorales. J'ai fait un signe à l'avocat Durand, qui était resté calme tout ce temps. Il s'est approché, a ouvert sa mallette de marque et a sorti un épais dossier de documents certifiés et scellés en rouge. Cher conseil d'administration, a commencé l'avocat Durand. Sa voix était grave, mais autoritaire. Je voudrais présenter un document légal de la plus haute autorité qui concerne directement la structure de propriété réelle de Bâtisseurs du Soleil. Il a remis le dossier au secrétaire du conseil. Le secrétaire, après un moment de surprise, a rapidement scanné le contenu et l'a projeté sur le grand écran pour que tout le monde puisse le voir. Selon le certificat d'enregistrement de la personne morale que vous connaissez tous, a continué l'avocat Durand en désignant l'écran. Alexandre est actuellement le plus grand actionnaire avec 41% des actions. Moi, Sophie, je possède 10% des actions laissées par le défunt président et les 49% restants appartiennent à d'autres actionnaires, y compris le groupe Progrès. Correct. Tous ont acquiescé. C'était la structure que tout le monde connaissait, la base du pouvoir d'Alexandre pendant toutes ces années. Cependant, a continué l'avocat Durand. Sa voix est devenue plus ferme et un autre document est apparu à l'écran. Voici la vérité qui a été cachée si longtemps. Sous les yeux de toutes les personnes présentes, un contrat de donation et de transfert d'actions rédigé il y a 2 ans est apparu. Ce qui a choqué tout le monde, c'était la signature et l'empreinte digitale du défunt président Michel, le père d'Alexandre. Le contenu du contrat était très clair. Le défunt président, avant sa mort, avait volontairement transféré tous ses 41% d'actions non pas à son fils Alexandre, mais à sa belle-fille, Sophie. Ce contrat a été enregistré devant notaire et avait pleine validité légale, mais il a été gardé secret par sa dernière volonté. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? A crié Alexandre. Son visage est devenu blanc comme de la cire. Il a couru vers l'écran comme s'il voulait le détruire. Impossible. C'est un faux. Ce sont de faux documents. Mon père n'a pas pu faire ça. Il m'aimait plus que tout. Monsieur Alexandre, s'il vous plaît, gardez votre calme et respectez le défunt, a dit l'avocat Durand sans la moindre émotion. C'est un document absolument légal certifié par l'étude notariale la plus prestigieuse de la ville. Si vous avez le moindre doute sur son authenticité, nous sommes prêts à nous voir devant les tribunaux. Le défunt président Michel a fait cela parce qu'il a reconnu très tôt les ambitions aveuglées et le style de vie incorrect de son fils. Il craignait que l'œuvre de toute sa vie ne soit détruite. Il faisait confiance à la capacité, à l'intelligence et, surtout, à l'éthique commerciale de Sophie, qui, avec lui et avec vous, a construit l'entreprise depuis ses débuts. Par conséquent, il a décidé de transférer toute son entreprise à la personne qui, selon lui, pourrait la conserver et la développer de la meilleure manière. L'explication de l'avocat Durand a été comme le dernier coup de marteau sur la tête d'Alexandre. Elle a complètement détruit toute sa confiance et son arrogance. Dans la salle, les murmures ont commencé, mais cette fois ce n'était pas de la curiosité, mais un étonnement extrême. Ainsi, avec les 10% d'actions nominales que je possédais déjà, j'étais en réalité la titulaire de 51% des actions de Bâtisseurs du Soleil. J'étais la véritable propriétaire,
la personne détenant le pouvoir suprême et Alexandre, avec son pourcentage d'actions, n'était en réalité qu'un directeur embauché, un employé dans le même patrimoine qu'il considérait comme sien. Cette cruelle vérité a été plus douloureuse et humiliante que la trahison de son partenaire et de sa maîtresse. Elle a complètement détruit les fondations du pouvoir qu'il avait construit avec tant d'efforts. Il a chancelé et a failli tomber s'il n'y avait pas eu le fauteuil derrière lui. Son regard fixé sur moi ne contenait plus de mépris, mais une peur extrême, une confusion inexprimable. Pourquoi? Pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi maintenant, a-t-il murmuré d'une voix brisée. Te le cacher? J'ai souri ironiquement. J'ai fait un pas en avant et je me suis tenu devant lui. Ne t'es-tu pas toujours considéré comme le plus intelligent, le créateur de tout? Ne m'as-tu pas toujours méprisé? Me considérant comme une profiteuse inutile. Je voulais simplement voir jusqu'où tu pouvais aller sans mon soutien silencieux, sans les stratégies que je développais et le résultat, tu le vois toi-même. Tu as presque coulé ce navire par ta cupidité sans limite et ta stupidité. Catherine, qui jusqu'à ce moment-là était restée pétrifiée, a soudainement réagi comme une bête acculée. Elle ne pouvait pas accepter cette vérité. Son fils en or, sa seule fierté, s'est avéré n'être qu'un employé de la même belle-fille qu'elle avait toujours considérée comme une ordure. Le ressentiment et l'humiliation se sont transformés en folie. Elle s'est jetée en avant. Malgré les tentatives de la sécurité pour l'arrêter, elle m'a désigné et a crié de sa voix arrogante habituelle, « Sorcière, de quoi as-tu ensorcelé mon beau-père? Tu es une renarde rusée qui complote pour s'emparer des biens de ma famille. Rends l'entreprise à mon fils. » La salle a plongé dans le chaos à cause de son comportement incontrôlé, mais je suis resté calme. Je savais que le meilleur acte, le spectacle que j'avais spécialement préparé pour elle, était encore à venir. La colère de Catherine était comme une flamme incontrôlable. Elle ne se souciait plus des apparences dignes de l'épouse du président et s'est précipitée vers la tribune, essayant de m'attaquer, de m'attraper et de déchirer mes vêtements. Tu es une vipère venimeuse, une renarde dans le poulailler. Dès le début, j'ai su que tu étais une harpie. Quelle malchance pour notre maison. 8 générations à payer pour t'avoir amené ici. Rends tout ce qui appartient à mon fils. Elle criait et injuriait avec les mots les plus sales et les plus vulgaires, de ceux qu'on n'entend que sur les marchés les plus sordides. La sécurité s'est empressée de l'arrêter, mais elle se débattait comme un animal blessé. Sa coiffure soigneusement arrangeait ses défaites. Le maquillage appliqué avec soin a coulé sur son visage. Alexandre est resté le visage cendre, complètement incapable de réagir. Il n'a même pas essayé d'arrêter sa mère, peut-être parce qu'il était lui-même en état de choc profond. Ou peut-être, au fond de son cœur, voulait-il que sa mère fasse un scandale et me crée des problèmes. Lucie a couru, tirant le bras de sa mère et pleurant, contribuant à ce drame. Maman, calme-toi, maman, ta tension va monter. Belle-sœur, comment as-tu pu être si cruelle? Mon frère et ma mère t'ont si bien traité, ils t'ont donné une vie sans souci. Comment oses-tu voler le fruit du travail de toute notre famille? Me traiter bien? Les jeux interrompus avec un sourire froid qui les a fait frissonner. Es-tu sûr que votre famille m'a bien traité? Où était-ce l'aumône que vous me lanciez, gagné avec mon propre argent? Je ne me suis pas disputé avec elle. Les mots n'avaient plus de sens. Je me suis seulement tourné vers mon assistant Antoine et j'ai acquiescé presque imperceptiblement. Antoine a compris instantanément. Sans hésiter, il a connecté son ordinateur portable au grand projecteur de la salle de conférence. L'écran, qui jusqu'alors avait montré le contrat de transfert d'actions choquant, s'est soudainement éteint. La salle est devenue silencieuse. Tous regardaient l'écran avec curiosité, ne sachant pas ce que j'allais sortir de mon chapeau cette fois. Quelques secondes plus tard, l'écran s'est allumé et une vidéo est apparue. Ce n'était pas une vidéo montée, mais un enregistrement d'une caméra de sécurité cachée, une caméra miniature que j'avais installée dans le bureau du chef comptable il y a quelques mois, après avoir soupçonné des irrégularités dans les dépenses de l'entreprise. Dans la première vidéo, Catherine et Lucie parlaient à Monsieur Pascal, le chef comptable, un lointain parent que Catherine avait pistonné dans l'entreprise. Catherine feuilletait un magazine de mode en désignant un sac en peau de crocodile. Monsieur Pascal, regardez ce joli sac. Édition limitée. Donnez-moi une avance de 2000 €. Mettez-le sur les frais de représentation d'Alexandre de ce mois-ci. Il rencontre beaucoup de partenaires maintenant, il a beaucoup de dépenses.
Le chef comptable, un homme d'âge moyen et corpulent, a immédiatement acquiescé, flatteur. Oui, bien sûr, Madame Catherine, ne vous inquiétez pas. Je vais tout arranger. Sur ce, il a rapidement préparé les papiers pour retirer l'argent liquide, l'a soigneusement mis dans une épaisse enveloppe et l'a remis à Catherine. La deuxième vidéo était encore plus choquante. Cette fois, Lucie était avec ses amis snobs. Elle est entrée avec insouciance dans la comptabilité, a jeté une carte de crédit sur la table et a dit avec arrogance, « Monsieur Pascal, j'ai atteint la limite de ma carte. Donnez-moi 3000 € en espèces. Mes amis et moi allons au Japon pour un concert de notre idole. » Monsieur Pascal a hésité un peu. Une expression de difficulté est apparue sur son visage. Mais, Mademoiselle Lucie, l'entreprise est actuellement sous un régime d'austérité. Le directeur Alexandre a ordonné de limiter toutes les dépenses non essentielles. Lucie a fait la moue et a tapé du pied capricieusement. Si vous ne me les donnez pas, je le dirai à ma mère. Voulez-vous que maman dise à mon frère de vous virer? Mon frère aime maman plus que quiconque dans la famille. 3000 €, ce n'est pas une grosse somme. Mettez-le sur les dépenses du projet A ou B. Et voilà. Et encore une fois, Monsieur Pascal a obéi docilement, allant retirer l'argent pour la jeune dame. D'autres vidéos ont suivi qui ont révélé sans pitié comment mère et fille, en connivence avec le chef comptable, s'appropriaient effrontément les fonds de l'entreprise sous prétexte des dépenses d'Alexandre. Les sommes n'étaient pas petites, elles s'élevaient au total à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tout était destiné à leurs achats, divertissements et voyages de luxe. Elles traitaient l'entreprise, la sueur et les larmes de nombreuses personnes, y compris les actionnaires ici présents, comme une mine d'or inépuisable, et l'exploitaient sans souci, sans se douter que chacune de leurs actions était enregistrée dans les moindres détails. Lorsque la dernière vidéo s'est terminée, un silence terrifiant a envahi la salle. Les regards, qui auparavant exprimaient surprise et choc, se sont maintenant transformés en mépris et en dégoût, dirigés vers la mère et la fille. Leur drame de famille lésée, d'une mère qui fait tout pour son fils, a été démasqué par leurs propres actions de la manière la plus humiliante. Catherine est restée pétrifiée. Son visage est devenu blanc comme celui d'un mort. Elle a chancelé en tremblant, désignant alternativement l'écran et moi, balbutiant quelque chose d'inintelligible. Toi, comment as-tu pu? Tu m'as tendu un piège. Lucie était déjà assise par terre, se couvrant le visage de ses mains et pleurant de honte et de peur. Elle a compris qu'avec de telles preuves, non seulement elles étaient déshonorées, mais elles pouvaient faire face à un procès. Mesdames et messieurs, ai-je rompu le silence? Ma voix était froide, mais autoritaire. C'est ainsi que la famille de mon mari m'a bien traité et c'est ainsi qu'elle a contribué au développement de l'entreprise. Elles ont transformé l'entreprise en leur imprimerie personnelle, siphonnant les actifs de tous les actionnaires ici présents. Alexandre, en tant que directeur exécutif, le savais-tu ou le savais-tu, mais as-tu délibérément fermé les yeux, consentant à ces illégalités pour que ta mère et ta sœur te louent comme un fils respectueux et un frère merveilleux? Alexandre a regardé sa mère et sa sœur dans leur état lamentable, puis moi. Son regard était plein de désespoir et de haine. Il ne pouvait plus le nier, même s'il n'avait pas participé directement, en tant que principal responsable, son irresponsabilité et sa permissivité étaient un crime impardonnable. Le spectacle du fils respectueux avait été démasqué et maintenant, il était temps pour d'autres acteurs du drame d'Alexandre de lever eux-mêmes le rideau sur leur propre rôle. Tandis que la salle de conférence était plongée dans l'étonnement et le chaos, et que la famille d'Alexandre devenait le centre de l'opprobre et du mépris universel, un autre personnage, mentionné comme le brillant avenir d'Alexandre, a finalement réagi. Isabelle, la maîtresse, l'aristocrate, qui jusqu'alors était restée assise dans un coin isolé, essayant de paraître étrangère à tout ce désordre, a également changé d'expression. Elle n'était pas stupide, au contraire, elle était très intelligente et pragmatique. Elle était suffisamment lucide pour se rendre compte que le navire appelé Bâtisseur du Soleil, sur lequel elle était sur le point d'embarquer, n'était pas seulement un paquebot de luxe se dirigeant vers le large, mais en réalité un bateau pourri qui coulait. Et le capitaine Alexandre n'était pas un capitaine talentueux et autoritaire, mais seulement une marionnette, un clown à qui on arrachait le masque et qu'on était sur le point d'emprisonner. Le rêve de devenir l'épouse du président d'une grande corporation, le rêve d'un puissant empire commercial qu'ils construiraient ensemble. Tout s'était évanoui comme la fumée en une seule matinée. À la place, surgit la menace d'être impliqué dans un scandale, d'être enquêté pour avoir conspiré avec un escroc et sa famille, spécialisée dans la malversation.
La déception a été rapidement remplacée par la colère et le mépris. Elle ne pouvait pas se permettre, elle, une fille de la haute société, d'être entraînée dans cette sale gadoue avec une telle famille. Tandis qu'Alexandre était toujours paralysé à la tribune, la tête en vrac et ne sachant comment gérer ce chaos, Isabelle s'est levée brusquement. Elle a avancé à pas furieux. Ses talons ont résonné fortement sur le sol en marbre, produisant des sons aigus et menaçants. Elle s'est approchée directement d'Alexandre, qui la regardait toujours déconcerté, cherchant le salut, et l'a giflé. Le son sec et aigu du coup a résonné dans toute la salle. 5 marques rouges de doigts sont restées imprimées sur le visage stupéfait d'Alexandre. La salle est redevenue silencieuse. Le drame continuait avec un tournant inattendu, plus excitant que n'importe quel feuilleton. « Menteur !» a crié Isabelle d'une voix aiguë de colère. Elle lui a planté son ongle peint en rouge directement dans le visage d'Alexandre. « Tu m'as dit que tu étais le président, que tu avais tout, que tu étais l'homme le plus talentueux que j'ai jamais rencontré et en réalité, tu n'es qu'un employé, une marionnette, rien de plus, qui vit au crochet de sa femme et en plus, tu as eu le culot de tromper mon père. D'utiliser de faux rapports financiers pour attirer son investissement. Tu es un misérable, tu n'as pas la moindre once de conscience. » Alexandre a porté la main à sa joue brûlante. Il ne s'attendait pas du tout à une telle réaction. Il a balbutié en essayant de s'accrocher à sa dernière lueur d'espoir. « Isabelle, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout arranger. Nous pouvons arranger ça. » Ce n'est pas ce que je pense, a ri Isabelle avec un sourire vénéneux et méprisant. Tout est très clair. Et tu vas encore le nier. Un directeur marionnette qui se retrouvera bientôt sans rien. Une famille de parasites qui volent l'argent de l'entreprise. De quel droit prétends-tu m'épouser? Tu crois que ma famille est aveugle pour accueillir à la maison un tel fardeau, un tas de problèmes comme ça? Tu as sali ma réputation. Sur ce, elle s'est tournée vers son père, Victor, qui était resté tout ce temps avec un visage froid et impassible. Papa, pardonne-moi. J'ai été stupide de croire au mauvais homme, de laisser ces douces paroles m'aveugler. Partons d'ici, une minute de plus ici et je vomirai d'humiliation. Puis elle s'est brusquement tournée vers tout le monde dans la salle et a déclaré à haute voix comme si elle se lavait les mains de tout lien avec Alexandre, moi, Isabelle, fille du président du groupe Progrès, déclare qu'à partir de ce moment. Entre cet homme, elle a désigné Alexandre avec dégoût, et moi, il n'y a aucune relation. Tous les accords commerciaux qu'il a discutés avec mon père sont également annulés. Nous ne collaborons jamais avec des escrocs. En terminant, Isabelle s'est retournée fièrement, a pris son père par le bras et est sortie de la salle sans regarder une seule fois en arrière. Elle est partie aussi cruellement et impitoyablement qu'elle était arrivée et avait fait irruption dans mon mariage. Alexandre est resté comme une statue au centre de l'attention. Il venait d'être renversé et démasqué par l'épouse qu'il avait abandonnée, et maintenant sa maîtresse, en qui il croyait tant, qu'il considérait comme son avenir, son tout, l'avait giflé et abandonné, et en plus, elle l'avait fait en l'humiliant devant tout le monde. Amour, carrière, argent, honneur. Tout ce qu'il avait construit avec tant de soin sur des mensonges s'était effondré en une seule matinée comme un château de sable frappé par une vague. Il a regardé désespéré le dos d'Isabelle, puis s'est de nouveau tourné vers moi. Dans ses yeux, il y avait de la haine, mais en même temps une impuissance pathétique. En réfléchissant à ce moment, j'ai vraiment ressenti à quel point la loi du karma fonctionne de manière étonnante et juste. Alexandre a payé par la trahison l'épouse qui avait tout sacrifié pour lui et à la fin, il a reçu une trahison encore plus douloureuse et humiliante de celle qu'il idolâtrait. Cela montre que les relations construites sur la tromperie et le calcul matériel ne peuvent jamais être solides. Elles sont comme une maison sans fondation. Une légère brise de vérité suffit pour qu'elle s'effondre complètement. Après le départ du père et de la fille, laissant derrière eux chaos et humiliation, un lourd silence s'est emparé de la salle. Tous regardaient Alexandre et sa famille avec un mélange de mépris et de jubilation. Leur drame s'était terminé de manière si lamentable, dépassant toutes les attentes, mais les surprises que je leur avais préparées ne s'arrêtaient pas là. Je savais que pour étouffer complètement leur cupidité et toute intention de résistance, je devais couper la dernière branche à laquelle ils pourraient s'accrocher. Je suis revenu à la tribune, j'ai pris le microphone et ma voix calme mais autoritaire a de nouveau résonné dans la salle, attirant toute l'attention. Chers actionnaires, excusez-moi si les affaires personnelles vous ont volé tant de temps précieux. Maintenant, je voudrais continuer avec l'ordre du jour. J'ai regardé Alexandre, qui était toujours en état de choc, puis Catherine et Lucie,
recroquevillé dans un coin par la honte et la peur. Mais d'abord, j'ai une troisième surprise, ai-je dit d'un ton froid. C'est un cadeau que je veux offrir exclusivement à mon ex-belle-mère, qui m'appelait constamment une profiteuse. J'ai fait un signe à l'avocat Durand. Il a rouvert sa mallette en cuir et a sorti un autre dossier qui semblait encore plus épais que les précédents. Madame Catherine, a dit sérieusement l'avocat Durand. Il est descendu de la tribune et s'est approché d'elle. Selon nos registres, votre famille réside actuellement dans le manoir de l'avenue des Lilas numéro 9 dans le quartier huppé de Les Jardins. Correct. Catherine a levé la tête. Ses yeux s'envie ont acquiescé machinalement. C'était un manoir de luxe, sa plus grande fierté, l'endroit dont elle se vantait toujours auprès de ses voisins, disant que son fils talentueux l'avait acheté. Dans ce cas, je suis vraiment désolé de vous annoncer de mauvaises nouvelles, a continué l'avocat Durand sans la moindre émotion. Il y a 6 mois, pour couvrir l'énorme déficit budgétaire causé par la malversation de votre part et de celle de votre fille Lucie, votre fils Alexandre a dû hypothéquer ce manoir comme garantie d'un gros prêt pour maintenir les opérations de l'entreprise. Catherine et Lucie sont restées figées. Alexandre a également frissonné et protesté faiblement. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai signé aucun papier. Tu ne l'as pas fait, mais moi je l'ai fait pour toi, l'ai-je interrompu d'un ton glacial. En tant que plus grand actionnaire et la personne détenant le pouvoir suprême dans cette entreprise, je t'ai exigé de signer une procuration notariée qui me permettait, en ton nom, de résoudre des affaires financières urgentes. Et tu as signé sans lire, parce qu'à ce moment-là, toutes tes pensées étaient occupées à voler avec ta maîtresse à Florence. Tu étais trop sûr que j'étais une idiote qui ne comprenait rien aux affaires. L'avocat Durand a continué sans leur laisser une seconde pour réfléchir. Le délai de remboursement de ce prêt, selon le contrat, a expiré hier. Et, bien sûr, étant donné la situation financière actuelle de l'entreprise, dont la cause principale est votre famille, nous ne sommes pas en mesure de le rembourser. Par conséquent, conformément à la loi, le créancier a pleinement le droit de saisir la propriété hypothéquée, c'est-à-dire le manoir de votre famille, pour régler la dette. Le créancier ? Quelle banque ? J'irai demander une prolongation, a bafouillé Catherine. Dans ses yeux éteints, une dernière étincelle d'espoir a brillé. J'ai souri avec le sourire énigmatique du vainqueur. Ce n'est pas une banque. Aucune banque n'aurait approuvé un prêt aussi important et risqué en si peu de temps. Le créancier est un fonds d'investissement privé. J'ai fait une pause pour accentuer l'effet dramatique et puis, lentement, syllabe par syllabe, j'ai dit, et le représentant légal de ce fonds, par pure coïncidence, c'est moi, Sophie. Boum. Une autre bombe a explosé, une bombe d'une force destructive. Toute la famille d'Alexandre est restée paralysée. Ils ne pouvaient pas croire que j'avais pu exécuter un mouvement aussi astucieux et impitoyable. Non seulement je les avais dépouillés de leur pouvoir et de leur argent, mais je leur avais aussi légalement arraché leur dernier refuge. Par conséquent, ai-je dit avec décision, comme si je portais un coup d'épée. En ce moment même, une équipe d'officiers de justice ainsi que le personnel de mon fonds d'investissement se dirige vers ce manoir. Je vous donne 24 heures pour récupérer vos effets personnels et partir. Après 24 heures, tout ce qui restera dans cette maison, des meubles et de la décoration jusqu'au dernier bol, deviendra ma propriété dans le cadre de la compensation pour les dommages que vous avez causés. Mes paroles ont sonné comme une sentence de mort, détruisant toutes leurs dernières espérances. Cette maison était tout ce qu'ils avaient, le symbole de leur richesse et de leur fierté, et maintenant je la leur prenais. Catherine n'a pas pu supporter un tel coup. Ses yeux se sont révulsés, son corps s'est relâché et elle a perdu connaissance là, dans la salle de conférence. Cette fois, c'était la vérité. Lucie a crié comme une folle, elle s'est jetée à mes pieds, s'est agrippée à mon pantalon en pleurant et en suppliant. Sophie, je t'en prie, je t'implore. Aie pitié de notre famille cette fois. Si tu nous mets à la rue, où allons-nous vivre ? Je me suis trompé. Je sais que je me suis trompé. Je l'ai regardé froidement, sans la moindre compassion, et j'ai dégagé ma jambe avec soin. Quand toi et ta mère me traitiez comme une domestique gratuite, quand vous dépensiez l'argent de l'entreprise pour n'importe quelle bêtise, avez-vous jamais pensé que ce jour arriverait ? C'est le prix que vous devez payer pour votre cupidité et votre stupidité. Allez trouver vous-même où vivre. Je me suis retourné, ne voulant plus voir ce spectacle lamentable. Le spectacle devait se terminer. Et les mauvais acteurs devaient quitter la scène et retourner à leur place légitime.
Au bas de la société, la salle a plongé dans un chaos similaire à celui d'un marché. On a appelé les médecins pour emmener Catherine. Lucie restait assise par terre, pleurant inconsolablement, et personne ne pouvait la calmer. Les actionnaires chuchotaient, choqués par ce qui s'était passé, mais en même temps ressentant une certaine jubilation en voyant la chute de la famille dont ils avaient dû supporter l'arrogance pendant si longtemps. Alexandre, après une série de coups incessants, a semblé se réveiller de sa stupeur. Il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu, absolument tout. Ni entreprise, ni argent, ni amante, et maintenant même pas une maison où vivre. Le désespoir s'est transformé en une peur extrême. Il a compris que la seule personne qui pouvait le sauver était moi. Il s'est jeté à genoux devant moi à la vue de dizaines de personnes. Sophie, je me suis trompé. Je sais que je me suis trompé. Il s'est accroché à ma jambe. Les larmes coulaient sur son visage. Son apparence était d'une pathétique indescriptible. C'est entièrement de ma faute. Je suis un homme horrible, un mari inutile. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance. Donne à ma famille la chance de survivre. Je ferai ce que tu me demanderas. Seulement, ne jette pas ma mère et ma sœur à la rue. Elles ne pourront pas survivre sans un toit sur la tête. Il a commencé à jouer un nouveau spectacle. Le spectacle du mari repentant jusqu'à la moelle. Il a essayé de rejeter toute la faute sur l'amante qui venait de l'abandonner si cruellement. Tout était à cause d'Isabelle. Elle m'a séduit, a utilisé l'argent et la position de sa famille pour m'envoûter. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aiderait à construire ma carrière. J'ai juste perdu la tête pendant un temps. Au fond, je t'aime encore, Sophie. Nos 7 ans où nous avons surmonté tant de difficultés ensemble. As-tu vraiment tout oublié? En entendant ces mots, je n'ai ressenti que rire et dégoût. Même dans une telle situation, il pouvait mentir si effrontément. Il pensait que j'étais toujours la même Sophie, stupide, crédulée au cœur tendre du passé. Tu m'aimes? J'ai souri amèrement, je me suis penché et je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon regard était glacial. Tu dis qu'elle t'a séduit, que tu as perdu la tête pendant un temps. Alors, comment expliques-tu cela? Je n'ai pas eu besoin d'en dire beaucoup. J'ai juste fait un signe à Antoine. Lui, comme s'il était préparé, a de nouveau connecté l'ordinateur au grand écran. Cette fois, ce n'était pas des vidéos de malversation, mais une série de photographies et de courts clips. C'étaient des photos d'Alexandre et d'Isabelle, s'embrassant passionnément dans de luxueux hôtels 5 étoiles. C'étaient des clips d'eux s'amusant tendrement à Florence, aux Seychelles. Les mêmes voyages qu'il appelait des affaires étaient des factures de dizaines de milliers d'euros pour les achats qu'Alexandre faisait à Isabelle. Voitures de sport chères, bijoux avec diamants, sacs en édition limitée. Et le plus important, le plus cruel, c'étaient les dates de ces photographies et factures. Elles n'avaient pas été prises il y a quelques mois, quand il avait officiellement commencé à sortir avec Isabelle, mais au cours des 3 dernières années. Regarde, Alexandre, ai-je dit d'une voix froide et sans émotion. Tu m'as trompé pendant 3 ans. Tu n'as pas perdu la tête pendant un temps, comme tu dis, pendant que moi, à la maison, je m'inquiétais pour toi, je te préparais à manger, je veillais sur ton sommeil, j'économisais chaque centime pour la famille. Toi, tu t'amusais avec une autre femme en dépensant mon argent, gagné avec tant d'efforts pour l'entretenir. Et tu oses encore dire que tu m'aimes? Ton amour est si bon marché et si sale. Alexandre est resté paralysé en regardant les photos et vidéos irréfutables. Son visage rougissait et pâlissait par moments. Son dernier spectacle avait été démasqué sans pitié. Il n'avait plus rien à dire, pas de mots pour se justifier. Il a juste baissé la tête. Ses épaules tremblaient légèrement. La chute de la famille s'est produite dans toute sa plénitude et sa cruauté à la vue de tous. On leur avait arraché tous les voiles de richesse brillante et de moralité hypocrite. Il ne restait que les sens nus de la cupidité, de l'égoïsme et du mensonge. Ils s'étaient eux-mêmes poussés dans l'abîme et personne ne pouvait les sauver. L'assemblée des actionnaires s'est terminée comme personne n'aurait pu l'imaginer. Moi, d'une femme au foyer, je suis devenue la nouvelle présidente de la corporation et la famille d'Alexandre, du sommet de la gloire, s'est effondrée au fond de l'humiliation. L'assemblée des actionnaires est devenue une tragicomédie et la famille d'Alexandre les acteurs principaux de cette pièce pathétique. Mais je savais que pour réprimer complètement toute tentative de résistance, pour qu'il ne leur reste pas le moindre espoir,
je devais porter les derniers coups décisifs, révéler les secrets les plus terribles que seul je connaissais. Des secrets qui détruiraient définitivement les restes de l'amour-propre d'Alexandre. J'ai regardé Alexandre, qui était toujours à genoux par terre, puis Lucie, qui pleurait comme une enfant à qui on a retiré un bonbon. Alexandre, lève-toi. Je veux éclaircir quelques points de plus avant que nous ne rompions définitivement toutes les relations. Alexandre, titubant, s'est levé. Son regard était vide. Maintenant, il était comme une marionnette au fil cassé, complètement à ma merci, sans force pour résister. Tu as dit que tu divorçais de moi parce qu'Isabelle attend un enfant de toi. Correct, ai-je demandé d'une voix uniforme et sans émotion. Tu devais lui donner un statut, à elle et à l'enfant. C'est la raison que tu m'as donnée et probablement la raison qu'elle t'a donnée pour te pousser à un divorce rapide. Alexandre a acquiescé faiblement comme un automate. C'était l'excuse parfaite, la raison la plus convaincante pour m'abandonner humainement, pour pouvoir se convaincre qu'il était un homme responsable. Dans ce cas, je suis vraiment désolé de t'annoncer une triste nouvelle, ai-je dit avec une nuance de pitié dans mon regard. Tu devrais aller à l'hôpital et faire vérifier ta santé reproductive. Selon l'historique médical que j'ai ici, j'ai levé un dossier médical scellé. Il y a 2 ans, après une grave complication d'une infection virale, tu as développé une infertilité secondaire. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir d'enfant. La salle a de nouveau frissonné. Tous sont restés bouche bée sans croire ce qu'ils venaient d'entendre. Alexandre, de son côté, m'a regardé les yeux fixes. Non, impossible. Tu mens. Tu as inventé ça pour te venger de moi. Tu es une femme méchante et cruelle, a-t-il crié en s'accrochant au déni. Je l'ai inventé? J'ai souri amèrement. Tu l'as oublié? À l'époque, tu étais très malade. Tu as passé une semaine entière à l'hôpital. C'est moi qui ai passé de nombreuses nuits blanches à te soigner et ce sont les résultats des analyses de la clinique internationale Santé Plus, la plus prestigieuse de la ville. Le médecin m'a parlé en privé, mais je lui ai demandé de garder le secret le plus strict. Je ne voulais pas te blesser, blesser ton orgueil, ta dignité masculine. J'espérais que si nous essayions, la médecine moderne pourrait t'aider. J'ai même recherché des méthodes de fécondation in vitro, mais je ne m'attendais pas à ce que pendant que je luttais pour maintenir la famille, pour te protéger, tu utilises un enfant inexistant comme excuse pour la trahison, pour me poignarder mortellement dans le dos. La cruelle vérité a été révélée avec une cruauté impitoyable. Alexandre est resté glacé. Il a essayé de se souvenir. Oui, il avait été très malade à l'hôpital et après cela, sa santé s'était détériorée, mais il ne pouvait pas croire cette terrible vérité. Alors, de qui est l'enfant qu'elle porte dans son ventre, a-t-il murmuré. Cet enfant, bien sûr, n'est pas le tien, ai-je dit avec confiance et une claire ironie dans ma voix. Isabelle est une femme intelligente et très astucieuse. Non seulement elle te tenait, ou elle te trompait, toi et son père. Elle avait une relation avec un autre homme et voulait utiliser cet enfant comme un outil pour te lier, pour entrer officiellement dans Bâtisseurs du Soleil, devenir la propriétaire, s'emparer des actifs des 2 familles. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son plan parfait échoue à la dernière minute, parce qu'elle a trop sous-estimé cette femme au foyer. Cette vérité a été plus douloureuse que la perte de biens, plus douloureuse que la trahison de son amante. Elle a frappé directement son amour-propre. Les derniers restes de sa dignité masculine. Non seulement on l'avait trompé, on l'avait transformé en idiot, en pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Il a abandonné l'épouse qui avait sacrifié toute sa jeunesse pour lui pour courir après celle qu'il avait trompée, pour élever l'enfant d'un autre homme. Quelle douleur pouvait être plus amère? Alexandre s'est effondré au sol. Ses pleurs n'étaient plus fins, mais le cri d'un homme complètement brisé et détruit. Il avait tout perdu de la manière la plus pathétique possible. Les derniers secrets avaient été révélés. Il ne restait plus un seul recoin sombre de mensonges. Le spectacle était vraiment terminé avec une fin tragique pour les méchants. Après ce jour fatidique à l'Assemblée des actionnaires, la vie de la famille d'Alexandre a basculé, tombant du sommet de la gloire au plus profond des enfers. Exactement 24 heures plus tard, comme je l'avais dit, ils ont été contraints de quitter le magnifique manoir. Une équipe professionnelle d'officiers de justice, ainsi que la sécurité de mon fonds d'investissement, a supervisé personnellement le processus de récupération de leurs affaires. Ils n'ont pu emporter que quelques valises avec des vêtements personnels et tout le reste. Des meubles de luxe, des articles de marque,
Tout ce qu'ils considéraient autrefois comme le symbole de leur statut a été mis en vente. D'être propriétaires vivant dans le luxe avec des serviteurs, en un instant, ils sont devenus des sans-abri, debout, déconcertés, dans la rue, avec une paire de valises déglinguées. Avec le peu d'argent qui lui restait, Alexandre n'a pu louer qu'une petite chambre, misérable et humide, dans un quartier ouvrier et pauvre de la banlieue. Une chambre d'à peine 20 mètres carrés avec la peinture des murs écaillés, des meubles vieux, étroits et sales. Cela est devenu le nouveau foyer pour 3 personnes habituées à une vie de luxe. Une chute si brutale du ciel à la terre a été un choc trop grand qu'aucun d'eux n'a pu accepter. Les jours suivants sont devenus une succession d'accusations mutuelles, de reproches et d'auto-torture. Ils n'étaient plus une famille, mais 3 ennemis acharnés obligés de vivre sous le même toit étroit. Catherine, de retour de l'hôpital, n'était plus une dame arrogante. Elle passait ses journées à pleurer, à maudire, rejetant toute la faute sur Alexandre et Lucie. Tout est de votre faute, à cause de cet idiot d'Alexandre qu'une femme a berné et qui ne s'en est même pas rendu compte. Et à cause de cette Lucie, une dépensière et une paresseuse, vous avez détruit cette maison. Maintenant, vous vous en rendez compte. Lucie, qui n'était plus une princesse gâtée, n'est pas restée silencieuse et a répondu à sa mère avec non moins de causticité. Et qui faut-il blâmer? N'étais-tu pas la plus gourmande? Incitant constamment mon frère à quitter Sophie et à épouser une riche. N'étais-tu pas celle qui dépensait de l'argent à tort et à travers? Maintenant que tout a tourné ainsi, qui faut-il blâmer? Alexandre, le chef de famille, était maintenant assis dans un coin, noyant ses peines dans l'alcool. Il ne se souciait plus de rien. Le choc de la trahison, le renversement humiliant l'avait complètement brisé. Chaque fois qu'il s'enivrait, il détruisait les meubles, criait mon nom et celui d'Isabelle, puis il s'en prenait à sa mère et à sa sœur avec des insultes, les appelant des parasites et la source de tous ses malheurs. La petite chambre tremblait tous les jours de bagarres, d'insultes et du bruit de la vaisselle qui se cassait. Les voisins, fatigués, essayaient de les éviter. Pour survivre, Catherine et Lucie, 2 femmes qui, de toute leur vie, n'avaient jamais touché à un travail pénible, se sont vues contraintes de chercher un emploi, mais sans éducation, sans expérience, habituées à la paresse. Elles n'ont pu trouver que le genre de travail physique qu'elles méprisaient autrefois. Catherine a trouvé un emploi de plongeuse dans un restaurant bon marché. Tous les jours, elle devait faire face à la graisse et à la saleté. Ses mains, autrefois soignées, sont devenues rugueuses et calleuses. Lucie est allée travailler dans une usine textile, où du matin au soir elle était assise devant une machine à coudre, recevant un salaire misérable qui ne lui suffisait même pas pour acheter un rouge à lèvres de marque, comme avant. La vie dure et épuisante les a rendues encore plus irritables et en colère. Elles ont commencé à le regretter. Surtout Catherine, pendant les longues nuits d'insomnie, allongée sur un lit grinçant et écoutant les souris courir dans le grenier, elle se souvenait de moi. Elle se souvenait des repas chauds et nutritifs que je préparais. Elle se souvenait de la maison toujours propre, accueillante et parfumée. Elle se souvenait de ma gentillesse, de ma patience et de mon attention. Elle a commencé à comprendre qu'elle avait chassé de ses propres mains une belle fille qui valait plus que de l'or, une véritable machine à faire de l'argent. Elle avait échangé un diamant contre des babioles, contre des promesses vides, et maintenant elle devait payer un prix trop élevé. Mais le repentir est venu trop tard. Elles ne pouvaient pas changer la cruelle réalité à laquelle elles étaient confrontées. Elles avaient elles-mêmes semé le vent et maintenant elles devaient récolter la tempête. Pendant que la famille d'Alexandre s'enfonçait dans le marécage de sa chute et de son tourment, un nouveau chapitre, brillant et fort, comme un phénix renaissant de ses cendres, commençait dans ma vie. Après l'assemblée des actionnaires, j'ai pris la direction de Bâtisseurs du Soleil. J'ai décidé de conserver le nom, non pas parce qu'il me restait des sentiments pour Alexandre, mais pour me rappeler un passé que je ne devais pas oublier et en signe de respect pour les efforts initiaux de mon beau-père. Ma première étape a été une restructuration complète de l'entreprise. J'ai licencié tous les flatteurs incompétents, ceux qui ont couvert les illégalités de la famille d'Alexandre, en particulier le chef comptable. À leur place, j'ai promu des personnes véritablement capables, celles qui avaient travaillé en silence pour le bien de l'entreprise, mais avaient été réprimées. Mon assistant Antoine, grâce à son intelligence et sa loyauté, a été nommé vice-président, devenant mon bras droit. Sous ma direction, l'entreprise a semblé reprendre vie. J'ai fermé tous les projets fictifs. J'ai mis fin aux chiffres de bénéfices gonflés. Je me suis concentré sur le développement de produits clés,
sur l'amélioration de la qualité et sur la restauration de la réputation auprès des clients et des partenaires. Victor, le président du groupe Progrès, voyant ma capacité et ma détermination, a décidé de ne pas retirer le capital, au contraire, il a décidé d'investir encore plus, devenant un partenaire stratégique important. Il a dit qu'il croyait en une femme leader, qui possédait autant de talent que de moralité, comme moi. L'entreprise s'est progressivement stabilisée et a commencé à se développer de manière durable. Je suis devenu un nouveau symbole dans le monde des affaires, une jeune présidente belle, talentueuse et puissante. Les magazines économiques ont commencé à écrire sur moi. Mon histoire est devenue une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, surtout pour les femmes. Je ne vivais plus dans l'ombre. Je profitais de ma vie libre et indépendante. J'ai acheté un nouvel appartement, je l'ai conçu moi-même dans mon style préféré. Je prenais du temps pour moi, je voyageais, je rencontrais des amis. J'ai compris que le bonheur d'une femme ne dépend d'aucun homme. Le vrai bonheur vient de l'indépendance, de la confiance en soi et de la capacité de s'aimer soi-même. Pendant ce temps, la vie d'Alexandre devenait de plus en plus tragique. Après avoir été chassé de chez lui, il a sombré dans l'alcoolisme, perdant tout intérêt pour le travail. Le peu d'argent qui lui restait s'est rapidement épuisé. De plus, des voyous sont venus lui réclamer le paiement d'une vieille dette de jeu qu'il m'avait cachée. N'ayant pas d'argent, il a été battu presque à mort. Pour survivre, il a été contraint de travailler comme journalier, transportant des charges lourdes sur les chantiers. D'un président tout-puissant, il est devenu un ouvrier déguenillé et sale. Ce contraste cruel est devenu sa plus grande punition. La loi du karma prend parfois du temps, mais elle n'oublie jamais personne. Pour Alexandre, ce ne fut pas seulement une punition spirituelle et matérielle, mais aussi une sévère punition selon la loi. Ces fraudes financières, la falsification de données pour tromper les partenaires pendant sa gestion arbitraire de l'entreprise. Bien que mon équipe et moi ayons fait tout notre possible pour atténuer les conséquences, elles n'ont pas pu effacer complètement les traces du crime. Une enquête économique à grande échelle a été ouverte. Avec les preuves irréfutables que nous avons fournies et les témoignages d'anciens employés, un mandat d'arrêt officiel a été émis contre Alexandre pour de graves délits économiques qui ont causé de grands préjudices aux investisseurs. Le jour de son arrestation, il pleuvait à torrents comme si le ciel pleurait pour un homme qui avait détruit sa vie de ses propres mains. Personne n'est venu le visiter, personne n'a montré d'intérêt. Sa mère et sa sœur, après un coup si dur, étaient parties dans un village chez des parents. Elles avaient trop honte de rester en ville et n'avaient pas un sou pour tenter de l'aider. Il est resté complètement seul, obligé d'assumer la responsabilité de ses erreurs impardonnables. Quelques mois plus tard, avant le procès d'Alexandre, j'ai reçu une lettre de lui. Une lettre griffonnée sur une feuille de papier froissée depuis la prison. Dans la lettre, il n'y avait plus de reproches ni d'accusations. Il écrivait sur son plus profond repentir, sur la façon dont il s'était rendu compte de son erreur. Il écrivait que les jours passés entre ces murs froids avaient été les plus lucides de sa vie. Il avait eu le temps de réfléchir, surtout de réaliser que la chose la plus précieuse qu'il avait perdue n'était ni l'entreprise ni l'argent, mais moi. Il ne me demandait pas pardon car il savait qu'il ne le méritait pas. Il n'avait qu'une dernière requête, me voir une fois avant le procès. J'ai hésité longtemps. Une partie de moi ne voulait pas le voir. Je ne voulais pas remuer le passé, mais une autre partie me poussait à y aller. Je voulais clore cette histoire complètement. Mettre un véritable point final à cette relation morte. Je suis allé au centre de détention. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, séparés par une vitre épaisse et froide. Alexandre semblait émacié et avait vieilli de 10 ans. Des mèches grises étaient apparues dans ses cheveux. Ses yeux, autrefois pleins de fierté, étaient maintenant creux et sans vie. Il m'a regardé avec un regard plein de fatigue et de regret. « Merci d'être venu », a-t-il dit d'une voix rauque et étouffée. Nous avons à peine parlé, il n'y avait plus rien à dire. Tous les ressentiments, tout l'amour et la haine s'étaient dissous dans le temps. Avant que le garde n'indique que le temps était écoulé, j'ai posé sur la table les papiers que j'avais préparés à l'avance. « C'est la demande de divorce », ai-je dit calmement. Cette fois-ci, à mon initiative. Je l'ai déjà signée. Signe-la toi aussi pour te libérer et me libérer. Alexandre, d'une main tremblante, a pris la demande. Ses doigts fins ont glissé sur ma signature. Il m'a regardé et une larme chaude et tardive a roulé sur sa joue creuse. Pardonne-moi et merci pour tout.
Tels furent ses derniers mots pour moi. Je me suis levé et je suis parti. Je n'ai pas regardé une seule fois en arrière. Quand je suis sorti par les lourdes et vieilles portes de fer du centre de détention, le soleil chaud et brillant de l'après-midi éclairait tout. J'ai respiré profondément, sentant l'odeur de la liberté d'un nouveau départ. Le passé était vraiment resté derrière ces murs froids et sombres. Mon avenir était un ciel clair, bleu et infini devant moi. Quelques années plus tard, Alexandre est sorti de prison anticipativement pour bonne conduite. Il n'est pas retourné en ville. Selon les rumeurs, il est parti dans un village lointain quelque part dans la campagne française, où il a commencé une nouvelle vie à partir de zéro. Catherine et Lucie, après plusieurs années de vie dure, ont également changé. Elles ont cessé d'être mordantes et scandaleuses. Elles sont devenues silencieuses et retirées. Elles sont restées vivre au village et c'est peut-être la fin la plus tranquille qu'elles aient pu avoir. Et moi, j'ai trouvé mon nouveau bonheur. Antoine, mon assistant, mon ami, le compagnon qui a toujours été à mes côtés dans les moments les plus difficiles, est finalement devenu mon mari. Notre amour n'a pas été bruyant ni ostentatoire. Il est né naturellement, construit sur la compréhension mutuelle, la confiance et le respect. Ensemble, nous avons dirigé l'entreprise, portant le groupe Phoenix, comme s'appelait désormais Bâtisseur du Soleil, à un nouveau niveau. Ensemble, nous avons construit une famille heureuse avec des enfants intelligents et merveilleux. Mon histoire était terminée, mais ma vie continuait d'ouvrir de nouvelles pages brillantes et pleines d'espoir. J'ai appris une leçon très coûteuse. La valeur d'une femme ne réside pas dans celui pour qui elle se sacrifie, mais dans sa capacité à se relever après chaque chute et à créer elle-même son propre bonheur, son propre royaume. Mesdames et messieurs, ici se conclut le drame de la famille d'Alexandre et la vie de l'héroïne Sophie. Un voyage plein d'intrigues, de rebondissements émouvants et de larmes, non seulement des personnages, mais peut-être aussi de nous, qui avons suivi l'histoire le souffle coupé. Lorsque le rideau de velours tombe, lorsque les lumières de la scène s'éteignent, il reste dans nos cœurs non seulement la satisfaction de la fin du traître, mais aussi de profondes réflexions, de précieuses leçons que cette histoire nous apporte. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour et de trahison, c'est une dure sentence contre la cupidité et les illusions et un beau chant à la force, à la sagesse et à la renaissance d'une femme. La première et la plus importante leçon que cette histoire veut transmettre est la valeur de l'indépendance et la capacité de s'aimer soi-même, surtout pour les femmes. Notre héroïne, Sophie, durant les 7 premières années de son mariage, a commis l'erreur que beaucoup de femmes commettent souvent, se sacrifier aveuglément. Elle a renoncé à sa carrière, a caché ses compétences, a accepté d'être une ombre silencieuse derrière son mari, avec la croyance naïve que son sacrifice serait valorisé, qu'il construirait un château de bonheur, mais elle s'est trompée. Son sacrifice n'a pas seulement été ignoré, il a été méprisé. Elle a été considérée comme une profiteuse, un fardeau. Cela a créé un terrain fertile pour la croissance de l'arrogance d'Alexandre, jusqu'à ce qu'il croie que tout le succès était son mérite et que sa simple épouse n'était plus à sa hauteur. Cette histoire est un avertissement sévère. Chère femme, ne renoncez jamais à vous-même. N'abandonnez jamais votre carrière et votre indépendance financière pour aucun homme. L'amour véritable n'est pas un sacrifice unilatéral, mais une croissance commune. Un homme qui vous aime vraiment ne voudra jamais que vous soyez une ombre, mais sera fier et vous encouragera à briller à votre manière. Ayez toujours un plan B dans votre vie. Préparez-vous toujours au pire scénario. Cette préparation n'est pas du pessimisme, mais de la sagesse, de l'autoprotection, une façon de vous aimer et de vous protéger des tempêtes imprévisibles de la vie. La deuxième leçon que nous pouvons tirer est une profonde compréhension de la nature de la cupidité et des illusions. La famille d'Alexandre est un exemple clair de la façon dont les gens, aveuglés par la cupidité et la vanité, peuvent devenir stupidement cruels. Ils vivaient dans un monde illusoire créé par eux-mêmes. Illusion sur le talent d'Alexandre, illusion sur la richesse éternelle, illusion sur le statut de leur famille, ils méprisaient Sophie non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'à leurs yeux la valeur d'une personne se mesurait à l'argent et à la position visible. Ils ne pouvaient pas voir sa vraie valeur, son intelligence et son potentiel caché. Et c'est précisément cette illusion, cette myopie, qui leur a fait payer un prix trop élevé. Ils ont chassé de leurs propres mains la poule aux œufs d'or pour embrasser une bombe à retardement. Cela nous rappelle que dans la vie, il ne faut jamais juger les gens par leur apparence. Il ne faut jamais sous-estimer les personnes silencieuses, car dans les eaux calmes se cachent les plus grands dangers. Et ce qui est plus important, il faut savoir valoriser ce que l'on a. La cupidité est un puissant fond.
Une fois que l'on y tombe, elle vous entraînera au fond du malheur. Elle vous transformera en un papillon de nuit qui vole vers le feu. Et peut-être la leçon humanistique la plus profonde est l'histoire de la vengeance et du pardon. La vengeance de Sophie a été magnifique, intelligente et déterminée. Elle nous donne satisfaction, mais si nous regardons plus profondément, nous verrons que ce n'était pas simplement de la vengeance, mais un chemin pour restaurer la justice. Sophie n'a pas utilisé de tactique sale, n'a pas eu recours à la violence, elle a utilisé son intelligence, une préparation méticuleuse et le pouvoir de la vérité, le pouvoir de la loi pour démasquer ceux qui lui avaient fait du tort. Sa vengeance n'était pas seulement pour apaiser sa colère, mais aussi pour protéger son travail, ses biens et pour restaurer l'ordre correct des choses. C'est une leçon très importante lorsque nous sommes confrontés à l'injustice et à la trahison. Ne vous enfoncez pas dans la souffrance, ni ne pensez à des formes négatives de vengeance. Transformez la douleur en force, gardez votre calme, rassemblez des preuves et utilisez la loi, les méthodes civilisées pour protéger vos droits. La vengeance la plus intelligente est de vivre une vie meilleure et plus brillante que celle de ceux qui vous ont abandonné. Et enfin, l'histoire nous laisse un espace pour réfléchir au pardon. Sophie a rendu visite à Alexandre une dernière fois en prison. Elle lui a donné la demande de divorce pour les libérer tous les deux. Cet acte n'était peut-être pas un pardon complet, mais c'était une libération. Elle a décidé de clore le passé, de ne pas laisser la haine la poursuivre et assombrir sa vie. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est une façon de se guérir soi-même. Pardonner aux autres, c'est libérer sa propre âme. J'espère que grâce à cette histoire, chacun de nous aura plus de force pour surmonter les difficultés, plus de sagesse pour reconnaître les vraies et fausses valeurs de la vie et plus de courage pour être nous-mêmes, pour construire notre propre bonheur solide et vrai. Du point de vue de l'auteur de cette histoire, j'ai ressenti de nombreuses émotions en créant l'intrigue et chaque personnage. J'ai eu pitié de la naïveté de Sophie, mais j'ai aussi admiré son incroyable force de volonté lorsqu'elle s'est relevée de la boue. Je me suis indigné de la cruauté de Catherine, mais j'ai aussi ressenti de l'amertume face à la tragédie d'une personne détruite par la cupidité. Le personnage d'Alexandre est peut-être celui qui m'a le plus fait réfléchir. Il n'est pas parfait, il n'est pas le mal absolu, mais sa faiblesse de caractère est devenue un terreau fertile pour que le mal prospère. Cette histoire, pour moi, n'est pas seulement des lignes de texte, c'est un rappel que la frontière entre le bien et le mal chez une personne est parfois très mince. Je crois qu'en chaque personne, il y a deux côtés et le choix d'aller vers la lumière ou vers l'obscurité dépend de la force d'esprit de chacun de nous. J'espère que la force du pardon et la capacité de renaître de la douleur deviendront le message le plus significatif de cette histoire. Lorsque j'ai écrit les dernières lignes sur la vie de Sophie, j'ai souri sincèrement avec un sourire d'espoir. Je crois qu'après chaque tempête, il y a toujours un arc-en-ciel brillant. Il suffit d'avoir suffisamment de résistance pour l'attendre. Pour moi, écrire n'est pas seulement raconter des histoires, c'est semer dans les cœurs des lecteurs des graines de bonté et de foi en la vie. J'espère que chaque auditeur, en refermant cette histoire, ressentira un plus grand amour pour sa famille et trouvera plus de courage pour protéger son propre bonheur. Le silence face au mal est le plus grand des crimes. Et finalement, je crois fermement en la force des femmes. Elles peuvent être tendres comme les larmes, mais aussi fermes comme un roc, capables de supporter n'importe quelle tempête.